Ah, par contre, t'es un peu trop à la cool, là, Yana. Va falloir que tu te mettes devant le micro. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, le choix du film me tenait à cœur à la base, hein, parce que j'avais beaucoup aimé quand j'avais 15 ans, et en fait, je l'ai revu pour les besoins de ce podcast, et ben en fait, ça n'a pas très très bien vieilli. Alors, en vrai, je suis pas sûr que c'était si bien que ça, mais peut-être que c'était ma vision de gosse de 15 ans, fan de grosses séries B bourrines. Ce film, c'est Time Bomb d'Annie Escher, et je suis avec mon ami Yannick Dahan pour en parler. Salut Yann. Salut. Alors toi, t'as jamais vraiment aimé. Moi, j'ai jamais aimé. Voilà, donc... mais moi, j'étais comme toi. Hein, je cherchais à regarder des films bourrins avec beaucoup de fusillades, beaucoup d'explosions. Ça me plaisait beaucoup à 15 balais. Et déjà à l'époque, j'avais trouvé tout naze le film. Écoute, moi, j'avais trouvé ça super cool, quoi. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on a 4 ans d'écart aussi. Donc, peut-être. Ouais. Et puis, non, mais c'était déjà plus mature et adulte. Ce qui n'empêche pas que j'ai souvenir, alors peut-être à tort, et je ne sais pas pour quelle raison, qu'il faisait fantasmer avant qu'on le voie. Il y avait quand même une envie d'aller le voir. Probablement Michael Biehn jouait voilà, dans ce fantasme-là. Moi, je me rappelle qu'on nous parlait de ce réalisateur israélien et qu'il y avait une espèce de réalisme dans la gestion, tu vois, de l'action façon commando israélien ou tout ce que tu veux. Puis quand j'ai vu le film, j'ai trouvé tout pété déjà à l'époque, quoi. Écoute, alors, on va peut-être resituer un petit peu ce que ça raconte, l'histoire de Time Bomb. Time Bomb, c'est l'histoire de Eddie Kay, le personnage de... joué par Michael Biehn, merci, qui en fait est un simple, en apparence en tout cas, un horloger. simple horloger, voilà, c'est ça. Déjà, bah c'est oui, mais crédible. c'est Time Bomb, quoi, tu vois, voilà, tu sais. C'est un simple horloger en fait qui un jour en fait sauve d'une explosion. Dramatique, parce que c'est quand même aussi, on va en parler aussi, de côté un peu bourrin du film, quoi. Il sauve d'une explosion en fait une femme et son bébé et devient instantanément un héros qui passe à la télévision. Et d'un seul coup, des personnes qui le connaissaient d'avant le reconnaissent et décident qu'il faut l'abattre. Parce qu'il se trouve qu'il était en vérité un agent dormant, en fait, qui a été, comment on dit, qui a subi un lavage de cerveau. Ouais, amélioré, c'est toujours la même technique du soldat amélioré. Alors là, c'est pas la technique mentale, mais voilà. En fait, comme on appelle ça une sleeping cell, en fait, si tu veux, qui est activée en général pour tuer pour commettre des assassinats spécifiques, quoi. Ce qui était le même pitch que Y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est pas faux. Donc, et quelques années avant Au revoir à jamais. Tu vois, donc... Oui, mais sauf qu'Au revoir à jamais, c'était encore un autre sujet. Mais de toute façon, c'est une idée assez pulp dans l'esprit. Ouais. Voilà. Et pour un traitement, comment dire, pourri. Alors, moi, j'allais dire de série B, d'action de cette époque-là, c'est-à-dire que ça ressemble clairement à des films comme Dark Angel. C'est ça, c'était typiquement dans ce genre-là. Voilà. Mais d'ailleurs, le film devait être incarné au départ, enfin, les producteurs voulaient au départ Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme pour jouer le rôle titre. Qui étaient des grosses stars d'action bankable à cette époque-là, en tout cas pour ce type de budget, parce que c'est un tout petit budget aussi. Alors, c'est un tout petit budget. C'est un budget à 5-6 millions de dollars. Il me semble que MGM était prête, United Artists était prêt à mettre 10 millions justement s'ils avaient un Chuck ou un Van Damme. Il voulait pas mettre plus de 10 millions sur le film. De toute façon. Et qu'avec Jean-Claude Van Damme, je crois, ou Chuck Norris aurait sans doute coûté un peu plus cher. Ouais. Mais surtout, c'est Avi Escher qui voulait absolument avoir Michael Biehn dans le rôle. Voilà, et Michael Biehn qui avait quand même une aura de leading man, en fait, de premier rôle, parce que justement, c'était l'acteur principal de Terminator, enfin l'acteur principal, le héros de Terminator masculin. Même si c'est le troisième personnage en vrai, dans l'intrigue du film, puisqu'il y a le Terminator et il y a Sarah Connor, quoi. Alors, bon, non, mais comment dire en fait, alors je vais essayer essayons d'être un tant soit peu objectif dans l'absolu. C'est tout pourri. Alors, je peux pas être plus objectif que ça. Essayons d'être un tant soit peu objectif sur les intentions de David Escher. Oui. Pour moi, si tu regardes le film tel qu'il est construit sur le papier,
Je pense que la source d'inspiration de Avi Nesher, c'est déjà en fait Manchurian Candidate, c'est-à-dire Un crime dans la tête de John Frankenheimer, un film des années 60, qui fonctionne sur des idées similaires. Alors là, évidemment, on est loin, hein, mais bon, on est loin de la qualité du film de Frankenheimer. On est aussi assez loin du traitement psychologique, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus un film d'action et donc un récit qui, au fur et à mesure de fuite, c'est-à-dire que le personnage de Michael Biehn cherche à fuir ses opposants, enfin à ceux qui cherchent à le tuer, quoi. Sur le papier, il y a quand même cette volonté-là, en fait, de traiter d'un personnage dont la mémoire, en fait, va être effacée pour servir des intérêts anti-démocratiques. Donc voilà, c'est assez classique, effectivement, mais pour le gosse de 15 ans qui était comme moi, qui n'avait pas encore vu effectivement Manchurian Candidate à l'époque, quoi, un crime dans la tête, je me dis putain, mais c'est une super idée. C'est incroyable, on l'a jamais fait ce truc, tu vois. C'est formidable, quoi. Et en plus, alors il y a des grosses scènes d'action, il y a des gros flingues qui font pouit, tu vois, comme ça. Donc, ouais, alors après. Moi, le film, je sais. Alors, si tu veux qu'on soit tout à fait objectif. Non, quand je dis objectif, c'est objectif sur les intentions, parce qu'après, on va parler de ce qu'on pense du film, évidemment. Ce qui s'est passé, parce que je pense qu'aussi. Enfin, moi, j'entends encore des gens parler de Time Bomb. Alors, bon, est-ce que vraiment il y a eu une génération de types comme toi qui ont surkiffé ce qui, à l'époque, était déjà pour moi une série Z par rapport à une série B, justement, à la Dark Angel, quoi, si tu veux. Et est-ce faudrait que tu revoies Dark Angel. Probablement. Est-ce que c'est le fait qu'il ait gagné un Grand Prix, je sais plus, je crois que c'était à Voriaz ou un truc comme ça. Enfin, il a gagné un Grand Prix à un moment donné dans un festival qui lui a donné une espèce de petite aura, je pense. Et puis on continue à parler de ce film comme s'il était une sorte de référence justement du B-movie d'action des années 80, alors que franchement, il y a quand même des trucs qui sont 1000 fois plus intéressants que ça, 1000 fois plus tenus en fabrication, même... J'ai envie de dire, même si on sait que Jean-Claude Van Damme ou Dolph Lundgren ne sont pas les plus grands acteurs du monde, là, quand même, là, on touche quand même à un point sensible. Enfin, moi, c'est le Time Bomb, c'est une caricature d'interprétation de la première à la dernière image. Je crois que j'ai rarement vu des seconds couteaux aussi ridicules dans un film depuis très, très longtemps. Alors, je l'ai revu, hein. C'est-à-dire, là, je me suis pas tapé la vingtaine de nanars des années 80 d'affilée pour me faire un ratio entre lequel est vraiment le plus pourri et lequel est le plus sympa. Mais là, putain, c'est rude, quoi. Parce que, pour que Patsy Kensit arrive à être apparemment la plus sobre de tout le film, c'est qu'on est arrivé à un degré de nullité qui est quand même cosmique. Moi, j'aime bien Michael Biehn, j'aime beaucoup, j'adore son brushing et tout dans le film. Et il est à fond, tu sens qu'il y croit. Mais il est dans l'overdrama. Mais le pire, c'est la bande à Billy Blanks derrière, à Richard Jordan. Et cette espèce de gros blond rasé là, musclé de partout, tu sais qui. Ah bah lui il est génial. Mais lui t'as l'impression qu'à chaque fois il se met dans une position où il fait une flexion des genoux, il monte son boule. Moi j'attendais toujours qu'il y ait la musique de Michael Youn derrière qui était j'aime trop ton boule. J'avais l'impression de voir ça. Non mais tu peux pas vanner le film si t'as des références de merde. Je sais, mais c'est pas grave. Non grosso modo, hormis tout ce que tu vas dire par la suite, on le sait déjà, la cheapitude, la réal qui est quand même à l'ouest, malgré une ou deux bonnes idées qui sont d'ailleurs restées dans l'esprit des gens. Hein. Je pense que le latage de gueule du mec à travers Andra, c'est resté dans l'esprit des gens. Ouais. Mais moi, la première réflexion que je me suis fait en regardant le film au bout d'un quart d'heure, j'avais l'impression de voir un film d'action muet d'avant 1929. Chaque fois que les personnages marchent, font un geste, réagissent, cette espèce de pose qui se fiche, dont jusqu'ici Jean-Claude Van Damme était le digne héritier dans la plupart de ses films. Et là, je trouve 15 acteurs qui font tous la même chose pendant le film. Et j'ai trouvé ça mais à se pisser de rire du début jusqu'à la fin. Et je finis. Ouais. Et je te laisse parler. Vas-y. Et malgré tout, j'ai un énorme mystère. C'est que tu enclenches le film. Alors, est-ce que c'est le fantasme années 80 ? Est-ce que c'est les brushings ? Est-ce que c'est je sais pas quoi l'action un peu violente ? Mais tu regardes le truc. Je l'ai regardé jusqu'au bout, sans me faire chier, en me moquant les trois quarts du temps, mais sans me faire chier, tu vois. Alors que d'autres pourraient t'ennuyer beaucoup plus rapidement. Donc il y a un truc, je sais pas. Pour moi, ça a été pénible à revoir, mais à ma grande surprise, hein, parce que encore une fois, en fait, même la dernière fois que je l'avais vu, il y a peut-être 15 ans, 20 ans peut-être maintenant, hein, c'est peut-être un peu. Je vais te dire, ça va. Il y a pas de problème. Et en fait, ça va pas du tout. Alors le gros chauve dont tu parles, c'est Jim Maniaci. Alors Jim Maniaci, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il apparaît dans Armageddon.
C'est un des beaufs en fait avec lesquels ils se foutent sur la gueule dans une boîte de nuit, tu vois. Moi c'est parce que moi j'ai fait la connexion parce que je me rappelle toujours de la punchline de Steve Buscemi qui claque son pognon parce qu'il est persuadé qu'il va mourir en Armageddon, tu sais, qu'il va crever dans l'espace, tu vois. Donc il a emprunté $100,000 à un usurier, tu vois, et il pense qu'il va pas devoir les rendre, quoi. Et donc en fait il les claque à tout va, et puis t'as ce mec qui arrive, c'est un cascadeur le type à la base. Il arrive, il lui dit ouais, t'es en train de foutre le bordel dans la boîte de nuit, et l'autre il lui jette un billet sur la gueule, il va t'acheter un coup. Et je me suis dit c'est vrai qu'il a pas de coup le mec. C'est ce que je m'étais dit à l'époque. C'est pour ça que la punchline m'est restée. Mais un truc qui va pas, c'est-à-dire que tu veux te la jouer, alors Avi Necher qui veut peut-être se la jouer véritablement technique du Mossad et tout, dans un film je vais vous montrer comment on fait les choses véritablement, bah, tu vas pas choisir deux bourrins ultra musculeux pour aller leur mettre des costumes serre-fesses. Bah non, Billy Blanks, moi je l'ai toujours vu torse nu, Billy Blanks. J'ai toujours vu torse nu en train de donner des coups de tatane. Et c'est 2000. Là, mais voilà, c'est ça. Et alors là, tout d'un coup, on te les met dans des costumes, genre attention, on est un peu plus sérieux, un peu plus noble. Et ils ont des gestuels, c'est juste pas possible. En fait, le truc qui est hyper drôle à regarder quand tu regardes Time Bomb, c'est la réflexion que je t'avais faite tout à l'heure, c'est tu regardes ce que font Billy Blanks et tous les autres second rôles quand ils sont pas au premier plan d'un cadre. Quand tu vois Richard Jordan qui est en train de faire son très très grand méchant au téléphone, tu regardes ce que font les autres derrière et tu te tapes des barres. Les mecs ils savent pas du tout quoi faire, ils regardent en l'air, ils remettent leurs chevilles. T'es là, tu dis mais en fait c'est terrible. C'est pas mis en scène, ce n'est jamais mis en scène. C'est terrible parce qu'en fait moi j'étais parti quand on a choisi ce film. Je m'étais dit on va faire découvrir aux gens une petite série B sympa, tu vois, brute de décoffrage, dynamique, avec comment dire une vraie économie de moyens, mais en fait voilà, et c'est exactement ce que j'avais en tête, c'est-à-dire avant de revoir le film, c'est-à-dire pour moi c'était ça, avec cette volonté de raconter quelque chose certes un petit peu galvaudé dans un truc. On avait tout déjà vu. Ouais. Voilà, mais quand même plutôt cool, plutôt sympa, et effectivement avec un acteur qui porte le film, un bon acteur de manière générale. Hein. Moi je suis pas aussi je suis pas aussi dur avec Michael Biehn que toi. Moi, je les trouve tous mauvais. Mais je pense que c'est pas forcément la faute de Michael Biehn. Je pense qu'il y a un mec en face qui sait pas diriger des acteurs, qui sait pas où mettre sa caméra, qui te repompe des plans entiers de Terminator. Mais tu te dis, non, mais mec, t'avais juste à copier le plan de Terminator. Comment t'arrives à le rendre 100 000 fois plus moche, en fait? Donc, non. Et avec cette volonté dans le film, en fait, de raconter quelque chose à travers, par exemple, je me rappelle qu'il y avait c'est ce que je me rappelais, puis c'est dans le film, hein, pour le coup, des flashbacks entre. Alors, attention, à la Hitchcock, tu vois, et à la De Palma, tu vois, mais attention, je dis bien attention parce que je pense que c'est sa référence au mec, mais effectivement, le résultat est ringard. Et pourquoi aussi? C'est-à-dire que, en gros, c'est un film qui a donc coûté peu d'argent, mais ce qui est très étonnant, c'est que, par exemple, quand c'est tourné dans Los Angeles, dans les rues, ça va à peu près, c'est pas un film, tu vois, voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de décors. Et en fait, mais dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un décor de diner américain au début, et c'est dans Seinfeld, c'est plus réaliste. Ouais. Donc c'est ça qui est assez hallucinant. Le pire étant celui de la fin, là. Le pire étant l'espèce de labo militaire là. Alors t'as un labo militaire hyper cheap, t'as un parking hyper cheap, parce que tu sens que c'est pas, en fait, tu sens que les mecs, en fait, ils ont reconstruit les décors au fur et à mesure, en fait, sur les trucs. T'as un commissariat, il y a personne dedans. Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment. Tu parlais d'y a-t-il un flic, mais en fait, dans Police Squad, la série, les commissariats, c'était comme ça, en fait. Sauf que là, c'est une comédie, donc on s'en fout. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois que c'est un décor, mais tu t'en branles. Mais t'as raison sur le. Et d'ailleurs, je pense que ça participe aussi du petit plaisir que j'ai eu. C'est vrai que quand je regarde le film au départ, bon, hormis que même déjà à l'époque, je le trouvais ridicule, Michael Biehn avec son VTT là, genre en mode horloger, c'était naze. Et surtout, et ce que j'aime beaucoup, c'est Patty Kensit qui arrive et qui tout d'un coup très sérieuse te dit qu'elle est, je sais pas, psychanalyste cognitive ou je sais pas. Tu dis, les mecs, au moins dans Roadhouse, on en rigolait. Là, c'est vraiment premier degré. Mais effectivement, t'as cette espèce de saveur purement 80s dans la scène de l'incendie au départ, les bagnoles, tu vois, il y a une texture qui te file la banane. C'est-à-dire, on dit que c'est de la merde parce que c'est de la merde, faut être honnête. Par contre, ça dépend comment tu regardes le truc. Tu peux le regarder avec cette espèce de vieille petite nostalgie du film qui t'a fait marrer quand t'étais ado et tu dis oh bon ouais, c'est sympathique, je regarde. Ou alors tu dis objectivement ce que c'est. Mais c'est ce qui est terrible avec ce podcast, c'est-à-dire qu'en fait, moi, il est complètement piraté ce podcast. Moi, j'étais parti pour encore une fois pour défendre un petit film, tu vois, que je peux même plus. Attends, mais en fait, que je peux même plus vraiment défendre en vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas retenir en fait d'un film comme ça? C'est-à-dire que aujourd'hui, hormis la scène de baise avec Patty Kensit
et le mec qui démastique à travers Andra, moi, Mais je ça, veux dire c'est un rien truc, d'autre en à fait, retenir du film. Ce qui est marrant avec cette scène de cul, c'est que d'ailleurs, même s'il est très très courte dans le film, Elle et était moi pas je me prévue. rappelle qu'elle était marquante parce que c'est en fait les deux acteurs qui ont expliqué à Avi Nesher. Ouais. Alors effectivement, Avi Nesher, tu l'as pointé du doigt, on l'a souligné, mais c'est vrai, il faut le signaler. C'est un réalisateur à la base israélien qui a émigré aux États-Unis quand il avait une quinzaine d'années, qui aujourd'hui en fait a une carrière complètement à Israël parce que voilà. C'est un malin le mec. Ouais, C'est un malin. En fait, il voulait et- faire des films à la con avec Olivier Grunet et Jean-Claude Van Damme. Puis c'est toi Grunet quoi, et Olivier Puis, Gruner. arrête. Gruner. Et puis il s'est rendu compte que merde, ça marche pas, c'est un peu nul la série Z. Alors après, je vais aller faire des trucs un peu pseudo-intelligents sur les problèmes de la société en Israël. Et tout d'un coup, tout le monde le trouve génial. Oui, alors après c'est pas des films qui sortent vraiment mais c'est- ici. Hein, non, faut- mais c'est des faut- films voilà. qui lui donnent une espèce d'aura de noblesse Il tourne. dans le milieu arty, même si le mec il sait toujours pas tenir une caméra. Mais Ouais, alors après, Avi Nesher, je pense que en fait, il a fait 2 Olivier Gruner quand même. Ouais, le jour où il va mourir, dans quelques années, enfin quelques décennies peut-être même, on se rappellera plus de Time Bomb que de ses films israéliens, Oui, je très pense, à mon probablement, sens, hein, très tu vois, en tout probablement. cas à l'échelle mondiale. Ouais. Si tant est qu'on se rappelle de son œuvre dans l'absolu, jusqu'ici en tout cas. Mais le truc, c'est que donc c'est un type qui a effectivement connu les entraînements militaires israéliens, et c'est quand même pas détendre hein, en Israël, enfin, ils ont vraiment des entraînements très très durs quoi. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, en fait, à la base, c'était pas forcément être cinéaste avant de finalement le faire des films, quoi. Et en gros, d'ailleurs, lui-même, il disait qu'il n'était pas très fier de ses premiers films. Hein. À l'époque de Time Bomb, je me rappelle d'une interview où il disait ah, mais moi, mes premiers films, ils sont pas bons, alors que là, c'est mon premier vrai film pour moi et tout. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux. On a dû l'interviewer 10 ans. Non, mais c'est terrible parce que je te dis, voilà, il y a ce truc en fait où tu as toutes ces volontés-là et qu'est-ce que tu peux retenir finalement. Donc, tu as cette scène de cul où effectivement les acteurs ont dit ça serait bien en fait que dans le flux de l'action, en fait, si on doit faire une scène de sexe, parce que je pense que c'est un film d'exploitation pur et dur, je pense que c'était un truc où ils se sont dit on va le mettre dans le film, tu vois, il n'y a pas de sick and sit, elle est mignonne comme tout, on va la montrer nue, tu vois. Michael Biehn n'est pas dégueulasse non plus dans l'absolu, si t'es une femme, quoi. Donc, le truc, si tu veux, c'est que. Pour ce public-là, si tu veux, pour vendre le film, il y avait cette idée de mettre une scène de cul, et eux, en fait, ont décidé de la traiter de manière assez brutale. C'est pour ça qu'elle était marquante à l'époque. Oui, Aujourd'hui, bien sûr. bon, c'est très rapide, ça dure même pas 40 secondes, je crois, tu vois. Et effectivement, il y a une brutalité. C'est-à-dire qu'il y a dans le film une certaine brutalité, dans cette scène juste après, d'ailleurs, parce que tu l'évoques comme ça très rapidement, il faut le dire ce que c'est, cette scène. Non, mais cette scène, il enroule super idée. En fait, voilà, il enroule le drap, en fait, un drap de lit, là, autour de la tête du mec, c'est Jim Maniaci, d'ailleurs, tu vois. Et en fait, il lui éclate la gueule à travers, avec des coups de coude à travers le drap, quoi. Et du coup, le truc qui apparaît, c'est le sang du mec, en fait, qui se fait littéralement éclater. Et franchement, là où ça fonctionne, c'est que tu te dis, ok, ce mec qu'on a vu, qui est un gros veau depuis 1 heure là dans le film, en fait, qui leur court derrière, qui effectivement roule du cul dans son pantalon, comment dire, taille 3 fois trop serré, quoi. Bah, tu crois qu'il est mort. T'y crois, c'est-à-dire que ça fonctionne en fait. Ça voilà, marche quoi. super bien. Il y a aussi Mais d'ailleurs, pareil, ça marquait, une scène de torture où il utilise, Steven reprendra cette idée d'ailleurs plus tard dans Terra Miné, où il utilise des bouteilles de, comment t'appelles ça, d'évian, tu vois, comme silencieux. Tu vois, c'est vrai, pour tirer dans les jambes de la nana et tout, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pareil. Moi, à l'époque, je me disais, putain, mais c'est badass. Tu vois, Non, mais c'est le syndrome du mec qui, sans doute, a sorti de la réalité des petites choses qu'on n'avait jamais vues, des petites idées plutôt marrantes, et il a focalisé là-dessus, que juste tout l'enrobage, il est pas possible. D'ailleurs, tout le monde ne te parlait que de ça, en final. Quand on évoque avec n'importe qui Time Bomb, il va te dire, ah ouais, le mec qui se fait taper à coups de coude. Donc, voilà, c'est tout ce qui reste, en fait, du film. Faut arrêter de rêver, c'est tout ce qui reste. Ouais, mais tu peux pas dire ça. Bah si, je le dis. Je le dis. Parce que j'ai déjà perdu 2 fois 2 heures dans ma vie pour regarder ce truc-là. C'est la deuxième fois que tu le voyais. Ah bah je l'avais vu à l'époque, et puis là, Oui, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire, on parle de l'aura du film, mais en fait, il y a ce truc qu'il faut spécifier. Aujourd'hui, les gens, tu regardes un film comme ça, admettons, des gens écoutent notre podcast, ils sont outrés. Outrés par le fait que, mais moi, je me rappelais que c'était un très bon film, etc. Revoyez-le, certes. Mais aussi, il y a cette notion, c'est qu'un film comme ça, déjà, c'est du pur produit des TV, je veux dire, dans les années, fin des années 90, milieu des années 2000. C'est rien d'autre, surtout avec un mec comme Michael Biehn, mais en plus, comment dire, aujourd'hui, ce serait du direct ou Netflix en fond de catalogue, tout bas. Mais clairement. Le truc, c'est qu'à l'époque où il y avait beaucoup moins de contenu, ce film-là sortait en salle. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu en salle à l'époque, tu vois, je veux dire. Et c'est aussi ça, je pense, qui crédite une certaine aura au film, parce que
Aujourd'hui, t'as On beaucoup... n'a pas American Ninja n'a pas gardé une aura fondamentale. Pour beaucoup de Il gens- est sorti au cinéma aussi. Non, mais les Et gens- j'en ai un meilleur souvenir que Time Bomb. Alors non, les gens avaient conscience que c'était quand même du gros nanar parce que déjà, en fait, si tu veux, un truc comme American Ninja, il y a déjà une première problématique, c'est le titre. American Ninja. C'est-à-dire quand tu colles deux Génial mots, comme t'as quand même... Mais quand t'as un personnage japonais, tu vois, quand t'as une figure mythologique, tu vois, japonaise, et que tu la colles à américaine, tu sais déjà que ça va être un gars. Tu vois, et le truc, si tu veux, c'est que moi j'aime bien du Dikoff aussi, il est sympathique, mais déjà c'est pas un très Mais tu grand- vois, ce genre grand de- acteur. Mais ce que je voulais dire Oui, par rapport à vas-y. American Ninja, c'est que c'est dans la canon. Donc on le savait déjà que c'était de la Oui, merde en on fait le si tu savait, veux en bien fait sûr. alors de la merde tout à Mais fait qu'on kiffait, mais qu'on ah ouais kiffait. voilà c'est tout à fait comment dire sympathique voilà et enfin respectable Non, pas Tout à respectable, fait. mais sympathique. jouissive à regarder tu vois Ouais. mais Mais du coup, tu vois, le fait qu'on reparle de Time Bomb et que je l'ai revu hier pour la première fois, 20 ans au moins, me plus donne ça a bientôt 30 ans peut-être bientôt 30 ans, me donne très envie qu'on fasse des stéroïdes sur justement des Dark Angel, des Hidden, Alors, Dark des, Angel, c'est des déjà American Ninja. J'aimerais bien revoir ces films pour rétablir une échelle des valeurs a posteriori sur lesquels sont cheapouilles, lesquels sont vraiment fun, lesquels sont tout Dark pétés. Angel oublie on l'a fait avec Arnaud Non, mais- voilà donc bah oui mais tu peux pas tout faire Yannick tu vois Moi, sur ce genre de film, mais je American devrais tout Ninja faire. on va en reparler American Ninja on va en reparler on verra tu Parce vois. qu'il y a en plus une embrouille, parce qu'il y a American Ninja, American Warrior, American Ninja 2. Ils avaient traduit les films différemment en fonction des vrais suites. Je me rappelle de ça. le à l'époque. ninja blanc Le Ninja blanc, qui était en Ouais. fait American. ouais je sais Warrior plus ou Ninja, je ne sais écoute j'ai pas potassé mais Mais en bon, fait, il l'époque faudra Steve revoir. James et tout ça, moi, j'aimerais bien revoir quoi. Écoute, si tu veux, on repartira là-dessus. Quoi. Ah, Mais Richard Norton, Billy Blanc, c'est magnifique. Quand même. Billy Blanc, c'était C2000. Alors moi, j'ai une anecdote absolument, comment dire, horrible sur. C'est-à-dire que je me disais que ces films-là, ils intéressaient que parce que c'est des films de vidéoclub, hein, on est d'accord, Ouais. tu vois. Ces films-là, ils intéressaient que les mecs, tu vois, les mecs en mal de films. En Mac de comment dire, Schwarzy et des trucs comme voilà, et j'avais des potes qui bossaient dans un vidéoclub à l'époque, et du coup, c'est ancré dans ma mémoire. C'est-à-dire, je me rappelle, je l'ai vu TC2000, hein, ça. parce que je Oui, regardais moi tous aussi. ces films à l'époque, Ouais, hein, moi tu aussi, vois, tous. les Nemesis, tout Ouais, ça, je les ouais. regarde. Et Nemesis, c'est pas mal à Berkeley. Ouais, je sais, il y avait des trucs Voilà. pas mal. TC2000 avec Billy Blanc, je me suis dit, putain, c'est le gros bourrin du début du Dernier Samaritain, le gros bourrin de Time Bomb. Il faut absolument que je vois TC2000, tu vois. Genre, tu sais, ton esprit fonctionne d'une certaine manière, tu vois. Et je me disais, c'est des films, en fait, ça intéresse que les gamins attardés comme moi, tu vois. Ouais. Et en fait, étrangement, non. Dans ce vidéoclub, je me rappelle qu'il y avait deux sœurs qui venaient, qui n'étaient pas très gracieuses, on va dire, hein, disons-le comme ça, sans vouloir être méchant, tu vois. J'espère qu'elles nous écoutent pas, qu'elles vont pas se reconnaître, tu vois, et qui tripaient sur tous ces films, juste en fait sur le physique des mecs. C'est-à-dire qu'elle louait, elle disait putain mais regarde il est magnifique et tout, etc. Et elle prenait les. Donc je me disais putain il y a quand même un public aussi pour ça féminin, sûr, tu bien vois. sûr. Oui mais c'est étonnant en fait. Voilà. Et du coup TC2000, je me rappelle plus du film mais je me rappelle de ça. C'est quand Je même. me rappelle plus du film non plus. En plus TC2000, Faudrait qu'on le fasse, TC2000, il faudrait qu'on le fasse, mais je pense qu'on va pleurer là. Ah, là, je pense que ça va être très, quoi. très dur, Et puis très, les gens très vont nous dur. faire mais de quoi vous parlez Ouais, quoi. Parce que c'est Time ça. Bomb c'est sorti en salle. Non, C'est mais ça le truc, c'est Time Bomb en fait il a cette aura dont tu parlais, ce culte on va dire. Admettons que moi je pouvais maintenir jusque là à cause justement de cette sortie en salle, à cause de Michael Bean, mais après, on à avait cause des d'un petits côté un films. peu brut de Moi, je décoffrage. trouverais tu vois. intéressant qu'on se remette ceux qui sont restés dans notre esprit comme des petites perles, c'est-à-dire des petits trucs intéressants où on savait que c'était pas les nanars qu'on se tapait à l'appel, du style Drive avec Marc Dacascos. Ah, ça, c'est cool. Tu vois, Enfin, non, mais c'est cool, mais je l'ai pas revu. je l'ai pas revu non plus, tu vois, genre il y a des trucs comme ça, moi. Enfin, j'ai pas tous les titres en tête, mais tu vois, les Nemesis, comme tu disais, c'était des films, on les différencie, Nemesis, on les sortait du lot un petit peu, tu Voilà, vois. alors Nemesis, Donc, c'était la Rolls-Royce de la série B de TV à l'époque. Hein. Jeff Speakman. Ouais, L'arme parfaite, j'aimerais bien revoir l'arme parfaite. parfaite. Il avait une tronche de présentateur télé de merde, tu vois, Jeff Speakman. Oh non, il a pas eu manque de charisme, sauf son respect, hein, tu vois, Ouais, évidemment. mais c'était mais- un bon film facho, je crois. Il était très drôle parce qu'il De était. quoi, l'arme parfaite L'arme parfaite, il était faf Perfect jusqu'au Weapon. bout des ongles. Ouais. Et c'était très Ah, fun à c'était pas regarder. du Steven, hein. Hein C'était pas du Steven. Oh, c'était Non mais pas attends, tu parles de là, tu vas nous finir par nous demander de faire des Thomasian Griffiths ou des mal. trucs Mais comme tout à ça. fait, Cracker Jack et Cracker Jack 2 et Cracker Jack 3. Bah, moi, j'adorerais revoir tous ces trucs-là. Donc en fait, c'est en train de devenir un podcast sur la série B à la con là, tu vois. Alors qu'en fait, à la base, on était parti encore une fois pour défendre un film à peu près. Oui, bah alors là, Qui me on semblait l'avait pas effectivement revu. On l'avait pas revu. Bah, ça fait défendable. partie du truc. Il y a des fois, il y a des films qui ne résistent pas autant. Et clairement, Time Bomb ne résiste pas autant. C'est un crève-cœur, Yann. Non. Ah moi, c'est un petit Moi, crève-cœur celui-là, parce je que m'en en fous, fait, moi, tu vois. je te dis, ah non, c'est un petit crève-cœur parce que je l'avais. Alors encore une fois, je l'ai pas revu depuis un moment. Hein, ça faisait une vingtaine d'années que je l'avais pas revu.
Mais ouais, c'est cette facture complètement, comment dire, cheap. Mais cheap à un point, en fait, en plus. Oui. Parce que, voilà, en fait, moi j'avais retenu, effectivement, on a parlé de la violence du mec qui se fait éclater là au coup de coude, mais t'as aussi, par exemple, à un moment donné, il y a une scène de nuit dans un hôpital où les mecs arrivent, alors je sais pas pourquoi ils ont 1 minute, en fait, pour fumer tout le monde, et en fait, ils tuent des patients, des trucs comme ça. Je me suis dit, c'est cool. Et ils sont nuls, là, parce que c'est des super tueurs qui sont juste en face du mec à chaque fois, ils le ratent tout le temps. Là, tu veux dire, là, quand même, c'est limite, quoi. C'est des trucs où on s'en fout de la gueule, en fait, sur des films comme Rambo, tu sais, généralement, les gens qui regardent les films d'action un peu de haut, c'est vrai qu'ils ont tendance à se boucher le nez en disant, Rambo, toutes les balles lui passent, c'est pas crédible. Non, mais là, c'est vraiment. Voilà, sauf que là, c'est vrai, les mecs, c'est censé être des comment t'appelles ça, comme lui, des agents, en fait, des sleeping cells. Et en fait, ils sont censés avoir été, comment t'appelles ça, ils sont censés avoir un lavage de cerveau pour qu'on leur fasse, en fait, pour qu'on en fasse des machines à tuer. Et les mecs, ils ont des flingues qui crachent 2000 balles par minute, tu vois. Ça, c'est rien comparé à la plus belle scène du film, qui est quand même celle où ils sont 5 comme ça tueurs spécialisés, où ils se disent, il faut que ça ait l'air d'un accident, et ils décident de le renverser avec une camionnette. Et il y en a 2 qui arrivent, ils font un tout petit pet de merde, ils disent, l'air mort, oui, ok, ils se cassent. Mais les mecs, mais c'est pas possible. Même dans un court-métrage français, on fait pas ça. C'est vrai. mais il y a aussi ce passage absolument incroyable, en fait, de scène d'action dans un cinéma. Ah oui, ça c'était pas mal. Voilà. Mais l'idée était pas mal. Là, voilà, où en fait il y a un boulard avec Victoria Paris, parce que je l'ai reconnu. Victoria Paris, à l'époque, tu vois, quand même, quoi. Oh là là, on est tellement pas actuel dans nos propos. C'est clair. Non, mais les jeunes ils comprennent pas Victoria Paris, c'est qui, quoi. Genre voilà, tu vois. Mais oui, parce qu'en fait aujourd'hui c'était même pas une vraie grande star du porno, mais en fait elle apparaît sur l'écran, je fais c'est Victoria Paris en voyant le film direct, quoi. Et tu sens que c'est pareil, c'est un peu crapoteux comme idée, tu vois. Un peu rigolote, tu vois. C'était une idée marrante. Voilà, parce que je suis même pas sûr que, en fait, même à cette époque-là, il y a encore des cinémas. Tu me diras, il devait encore avoir des cinémas porno. Avait certaines idées de situationnelles qui étaient marrantes. C'est plutôt, comment te dire, c'est la mise en scène, c'est la scénographie où ça ne va jamais. En fait, jamais. Il ne sait pas. C'est comme si ces acteurs c'était des bouts de viande, ils savaient pas quoi en faire. C'est genre, tu vois, il leur dit vas-y avance là et puis fais ça et puis rien ne marche, rien ne va. Tout a l'air à l'ouest, quoi. Hormis Michael Biehn qui est au moins pétri de conviction pour son rôle, mais c'est le seul. Et il est tellement pétri de conviction qu'il en devient ridicule. Après, tu sais, des acteurs, des trognes de série Z ou de série B, en fait, si tu veux, qui jouent comme des patates, tu vois, comme des sacs à patates, il y en a eu toujours eu, tu vois, c'est pas une nouveauté dans Time Bomb. Mais non, je parle pas de Michael Biehn, là, je parle vraiment des autres, je parle de comment dire. Billy Blanks qui est bon, comment dire, voilà, moi je l'aime bien Billy Blanks, mais c'est vrai que c'est pas Laurence Olivier, quoi. Non, mais comment dire, et pareil avec effectivement Jim Maniaci qui a une gueule de veau, mais même Richard Jordan il est mauvais comme un cochon, quoi. Donc bon, bref. Voilà. Bon, alors, on lui a taillé il est taillé le costard pour l'hiver là, donc c'est bon. Donc, ne faites peut-être pas comme nous en fait. Au final, ne revoyez pas Time Bomb si vous avez un bon souvenir. Peut-être que en fait, vous n'allez pas être content et vous allez nous chier dessus dans les commentaires en fait. Mais vaut mieux rester sur votre bon souvenir si vous l'avez pas revu depuis 20 ans. C'est ce que j'aurais dû faire moi en fait, parce que je me disais merde, parce que moi je suis. Alors ce film en fait, il n'est sorti que en DVD, vaguement chez MGM. Aux États-Unis, tu le trouves chez Shout Factory en Blu-ray. Alors tu revois le film comme ça, tu te dis putain je vais me le reprendre et tout, en fait finalement non je vais pas me le reprendre, quoi. Et donc voilà, c'est un zone A, de toute façon le Blu-ray américain, donc si vous n'avez pas de lecteur dézoné vous pourrez pas le lire. Je crois pas qu'il soit sorti en France, en tout cas je l'ai pas vu passer. C'est un film qui a un petit culte en fait pour les gens comme nous qui l'ont découvert à l'époque, pas comme toi mais comme moi en tout cas, si tu veux, qui ont pu le découvrir à l'époque. Si vous voulez rester sur cette idée là, moi à mon avis vous feriez mieux de pas revoir le film. Maintenant, si ça se trouve, en fait, vous avez bien aimé, vous allez nous faire des commentaires. Avec plaisir. Voilà, même si vous me convaincez. dans les commentaires, quoi. Voilà. Et puis. Est-ce qu'American Ninja il est sorti en Blu-ray ? Alors, American Warrior, je crois qu'il est sorti en Blu-ray. Pour un prochain stéroïde. Non, mais l'American Ninja, oui, ça doit sortir, parce que ça, c'est des classiques. Tu vois, donc voilà, quoi. Merci Yann. Avec plaisir. Merci à la technique, merci à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent depuis le début, à ceux qui typent en fait et qui nous aident à faire ces podcasts et pour défoncer Time Bomb, le pauvre film qui n'en demandait pas tant, quoi. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur tipeee.com, les mots-clés sont Capture Mag. Pour nous écouter, on a surtout migré sur Acast dernièrement, donc si vous voulez télécharger le MP3, c'est par là que ça se passe, plus tellement sur le site. Le site attend une refonte. Il
faut qu'on le refasse, quoi. Mais on reviendra dessus. Et puis sinon, si vous écoutez ailleurs, il y a toujours les mêmes agrégateurs de podcasts habituels, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine avec peut-être American Ninja, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être une autre fois. Voilà. Une autre fois. Voilà. Merci à tous, à bientôt.